Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Aujourd'hui, je reçois un invité qui a atteint son rêve, celui de gagner Roland-Garros. Il possède une jolie collection de 23 victoires en Grand Chelem et des médailles olympiques. Passionné de tennis depuis l'enfance, son destin bascule à 25 ans. Un accident de moto le prive de l'usage d'une jambe. Il se reconstruit grâce à la pratique du sport et se dirige vers le golf handisport. En regardant un match de tennis fauteuil, il décide de renouer avec sa passion d'enfance et atteint en quelques années la première place mondiale. Il continue encore sa quête de progression et de performance. J'ai le plaisir de discuter du mental avec Stéphane Houdet. Alors dans la première partie, on va essayer d'explorer l'état d'esprit que tu as eu. Et la première question, c'est toujours celle de l'origine. Qu'est-ce qui t'a amené vers le tennis ? Parce que tu as commencé quand tu étais enfant. Et pourquoi le tennis plutôt qu'un autre sport ? Oh, je pense que c'est l'amour des jeux de balle, hein. Depuis tout gamin, je joue avec mon père ou avec ma mère à des jeux. J'ai des souvenirs petits sur la plage d'avoir joué avec des raquettes en bois ou des raquettes en plastique, des balles en mousse. J'ai toujours aimé ça. J'ai aussi un souvenir où tout petit, ma mère m'a emmené m'inscrire au foot parce que c'était l'activité aussi qu'on pratiquait entre copains à l'école ou dans la rue ou dans les champs près de chez les uns les autres. Et mon souvenir, j'avais 7 ans, c'est qu'en arrivant dans un grand club de foot avec un grand stade, je sais pas, j'ai voulu reculer et j'étais pas prêt. Et ma mère a dit: «Bah OK, pas de problème, on repart». On est reparti. Le lendemain, elle était professeure d'éducation physique et sportive, hein, de PS. Elle en a parlé avec, ses collègues et un de ses collègues a dit: «Ah bah écoute, si tu veux me l'amener samedi, moi je commence le tennis, donc si ça le branche, essayons le tennis». Et effectivement, je suis parti au tennis et j'ai adoré et c'était mon truc, quoi. Et c'était une évidence pour toi de faire du sport ? Qu'est-ce que ça représentait de pratiquer du sport quand tu étais enfant ? Bon, je pense que pareil, depuis tout petit, je suivais mes parents qui étaient des athlètes, qui étaient des gymnastes, qui étaient des sportifs. J'ai grandi dans cet univers. Je pense que alors là, je sais pas très bien connecter, dans le temps, mais mon père m'a toujours emmené voir, des matchs de foot, des courses de vélo, des courses de chevaux. Avec ma mère, on allait voir aussi du volley, peut-être prof de gym, on a toujours baigné là-dedans. Alors tu as très bien joué quand tu étais jeune au tennis et tu as été jusqu'à 2-6. Je me demandais si quand tu étais jeune, tu avais ce rêve de gagner des titres ou d'être professionnel. Carrément, hein, quand je commence à l'âge de 7 ans, je suis, champion départemental, champion de ligue, un peu plus tard, hein, dans les catégories, benjamin, poussin et puis, je vais jouer les championnats de France. Je suis champion de la Ligue des Pays de la Loire, je le serai à nouveau en junior mais en même temps, là, les années ont passé, j'ai eu une première proposition pour entrer en sport-études quand j'étais en sixième et une seconde en quatrième. Et à chaque fois, mes parents qui étaient aussi je m'entraînais avec Julie Allard qui était, numéro 1, numéro 2 française derrière Alexia de Chaume à l'époque et nos parents souvent réfléchissaient ensemble à cette, option et ils nous ont gardés à la maison, ce qui faisait qu'on s'entraînait ensemble. On jouait beaucoup ensemble, mais si Julie était numéro 1 ou 2, moi j'étais un cran derrière, j'étais plutôt 13e, 14e. J'étais dans le lot des suiveurs, entre 2 chaises et entre 2 chaises, eh bien, on assure ses arrières et donc j'ai poursuivi mes études et pour moi, c'était aussi une manière d'assurer le coup de faire autre chose et puis j'ai bien fait parce que j'avais pas le niveau, tennistique pour faire le pari de devenir un joueur professionnel mais évidemment, ça m'a longtemps, traversé, l'esprit. En 83, j'ai vu Noah gagner. Oui, j'ai rêvé de soulever ce trophée un jour. Est-ce que tu penses que dès le plus jeune âge, tu avais un état d'esprit de compétiteur ? Ah ouais, à fond. Mais pour tout, c'est-à-dire que si je jouais au Monopoly avec ma sœur, je voulais gagner. Si je jouais au flipper, au baby-foot, n'importe quoi, j'avais cet état d'esprit et en même temps, c'était toujours, teinté de quelque chose avec, quoi je lutte encore. C'est une sorte d'esprit, chevaleresque où il faut, gagner, mais que ce soit beau et que de toute façon, que ce soit toujours fair play. Alors à 25 ans, tu es victime d'un grave accident de la route. Euh, à ce moment-là, est-ce que tu abordes cet événement comme une compétition qu'il va falloir gagner ?
Ouais, je pense, ouais, clairement et d'ailleurs un peu plus tard, je vais dire que je l'ai vécu aussi comme une chance. Donc c'est la chance de cette prise de conscience que la vie ne tient qu'à un fil, qu'elle est belle, qu'elle vaut le coup d'être vécue et qu'il y a peut-être des choses qui sont plus importantes les unes que les autres. Il se trouve que ça va me ramener à ma première passion, qui est le tennis. Donc voilà, en cumulant finalement les choses qui vont se dérouler après l'accident, ouais, j'ai pu dire à mes enfants que c'était, le jour le plus marquant de ma vie et j'avais formulé en le plus beau jour de ma vie finalement. Alors j'imagine que tu as dû avoir un temps d'adaptation après cet accident, une rééducation. Est-ce que pendant ce moment-là, tu te dis, bah, je vais quand même refaire du sport? Il y a eu plusieurs étapes parce que la première étape, j'avais pas bien compris la gravité, dans la mesure où bon, déjà sur la route, j'entends ça se passe en Autriche, mais j'entends le la chirurgien qui s'occupe de moi, enfin la médecin des urgences qui dit de préparer le bloc pour l'amputation et puis moi je vois bien que ma jambe est coupée, sectionnée et que voilà, je me suis amputé tout seul sur la route. Sauf que je vais avoir 15 jours de coma provoqué, je vais avoir une surprise à mon réveil, c'est qu'ils m'ont remis ma jambe. En regardant les radios, le chirurgien me dit qu'il va y avoir de la rééducation, mais ça va repartir. Et finalement, c'est en rentrant en France que là, j'ai les premières interrogations sur l'univers du sport, puisque le chirurgien va me dire, écoute, je m'attendais à grave, mais pas à ce point-là, ta jambe, c'est foutu et le sport, c'est fini. Et j'ai du mal à y croire. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, mais il n'y a pas de rééducation parce que s'il récupère ma jambe, il met un clou dans les os, d'en haut jusqu'en bas, donc parce que je n'ai plus de genou. Donc le but de sa chirurgie, c'est de maintenir le membre, mais je peux pas rééduquer parce que je peux pas plier le genou et ma cheville, pour l'instant, j'arrive pas à la remonter. Et quand je vais la remonter, je vais la remonter de quelques degrés. Donc j'ai une sensibilité tactile, mais j'ai pas d'activité motrice. J'ai des greffes de peau, des choses comme ça, et donc ça va durer longtemps. Et finalement, ma rééducation, je ne vais la vivre que 8 ans plus tard, quand je vais apprendre à marcher avec une prothèse, après l'amputation. Et là, je vis ça comme un moment magique parce que c'est une rééducation, un réapprentissage de la marche et je fais des choses nouvelles, positives, là où auparavant, c'était, plutôt rétrograde. Mais dans tout ce processus, la pensée de refaire du sport était dans ta tête ou tu avais autre chose à penser à ce moment-là? Au début, j'ai pas d'idée parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de visites à l'hôpital qui m'aident énormément sur le plan psychologique et tous mes amis qui me disent: «Ah bah, de toute façon, écoute, si tu peux plus faire de sport, c'est pas très grave, tu en as fait tellement, puis tu as déjà gagné tellement de trucs, ça me fait du bien dans la journée». Mais le soir, avec les douleurs et quand je regarde le plafond de ma chambre, je me dis: «Ouh là, ne plus faire de sport, vivre avec son passé à l'âge de 25 ans, c'est quand même compliqué». Mais en même temps, voilà, j'ai une jambe qui est raide, je peux pas courir, je peux pas faire de vélo, enfin, et j'imagine pas de sport. La seule activité que je vois, plausible, je joue au bridge et je le fais comme un sport. C'est-à-dire, entraînement, analyse mathématique, je peux utiliser que mon cerveau, donc c'est le truc que j'utilise et je joue à ça et je fais de la compète de ça, quoi et ça, c'est mon retour, dans le monde du sport. Ensuite, je vais redécouvrir le monde du golf et me rendre compte que finalement avec ma jambe raide, je peux jouer au golf et donc là, je repars à nouveau dans l'univers de la compète et dans l'univers du sport. Mais au début, non, ma reconstruction, elle est pas sportive, elle est, personnelle. Au tout début, je suis incapable de mettre une cuillère dans ma bouche, je passe à côté, pour me nourrir, pour me raser. Imaginer que je vais avoir une femme ou, on va avoir, un vétérinaire avec lequel, je vais pouvoir, travailler à nouveau, je suis plus dans tout ce que je ne peux plus faire sur le plan personnel et sur le plan professionnel avant d'envisager un retour sur le plan sportif. Mais c'est celui qui va parfaire mon parcours et ma reconstruction par la suite parce que j'ai besoin de cette cerise sur le gâteau, je vais le découvrir que plus tard. Alors tu as démarré ta carrière sportive par le golf et ensuite le tennis. Est-ce que justement ta reconstruction passait nécessairement par l'idée de performance? Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que ma reconstruction se fait petit à petit. Alors, on va dire sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Du coup, si je peux plus travailler, chez un véto, eh ben, je crée ma propre structure. Je fais une étude de marché, je crée ma propre clinique vétérinaire et il y a un moment où effectivement, dans ma reconstruction, je me dis que, pour retrouver l'image, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, ce que j'étais gamin, ça passe certainement par le sport et être à nouveau un compétiteur qui va gagner dans un domaine. Et c'est comme ça que je me lance à fond dans le golf et que je vais me rendre compte que j'avais besoin de ça, pour, retrouver l'image que j'avais de moi quand j'étais plus jeune. Par la suite, quand je vais travailler avec les soldats, nos blessés, sur la reconstruction, la rééducation, et j'imagine aujourd'hui
que se reconstruire, c'est après un accident, dans ce cas-là, c'est retrouver ses rêves d'enfant. Là où on s'était arrêté, peut-être quelque part. Ouais. Ok, mais t'aurais pu faire du golf ou du tennis en loisir. Toi, t'es quand même allé chercher la haute performance. Ouais, parce que c'est moi. Je fais un truc, je veux aller le plus loin possible dans ce truc-là. Donc t'as quand même l'idée dès le départ, quand tu reprends le sport, que tu vas en faire quelque chose. Oui, et ça se vérifie aujourd'hui où, par exemple, quand je suis passé tennis au golf, après mon accident, j'ai voulu faire le meilleur score possible au golf, donc ça passait par la compète. Et après, quand je suis passé du golf au tennis, j'ai donc moins joué au golf. Et aujourd'hui, j'ai très peu de motivation pour aller jouer au golf, parce que si je vais jouer au golf, je vais pas faire un score. Je vais repasser par le practice, par les heures d'entraînement, par vraiment m'entraîner pour reprendre du plaisir, beaucoup de plaisir sur un parcours, parce que mon plaisir est associé à une forme de réussite, que j'identifie à un score ou à une victoire. Si je gagne, si demain ou hier, avec ma jambe raide, je joue un match de tennis et que je bats à l'époque mon beau-père, j'ai aucun plaisir dans cette victoire qui est trop facile. En revanche, si je joue un joueur qui est un peu meilleur que moi ou bien meilleur que moi, là, j'ai du plaisir. Faut qu'il y ait un challenge. Alors il faut qu'il y ait un challenge, mais j'ai aussi vu que les docteurs t'avaient annoncé que tu pourrais plus pratiquer de sport, qu'à un moment donné, on te dit aussi que c'est impossible de faire du golf avec tes prothèses, et je me demandais si l'impossibilité était un moteur pour toi. Bon, en fait, c'est un facteur qui est concomitant, je pense, aux accidentés de la vie et tous ces parcours, quels qu'ils soient. Hein. C'est pas forcément un accident de la voie publique. Ça peut être un traumatisme psychologique. Pour moi, quand on chute, on se dit je ne peux plus. Et souvent, c'est corroboré par un entourage qui confirme, par la société qui dit t'es petit, tu peux pas jouer au basket, t'es noir, tu peux pas être président des États-Unis. Renverser, changer le regard, c'est quelque chose qui m'anime parce que depuis tout petit, je me rends compte que les choses sont possibles en fait, et que souvent on est notre premier frein. Si on est notre premier frein, on va être très à l'écoute d'un entourage négatif, quel qu'il soit, là où un enfant va essayer, je sais plus, je crois que c'est 6 000 ou 60 000 fois, il va essayer de marcher et il va tomber 59 000 fois avant de réussir. Un adulte aujourd'hui, si on le fait chuter, s'il se plante 6 fois, même pas sûr qu'il essaye une 7e fois. Que, ouais, j'aime bien jouer avec cette phrase qui dit, alors maintenant j'en ai deux, mais ma phrase de départ c'était de dire si c'est possible, c'est déjà fait, et si c'est impossible, je le ferai. Et j'ai entendu un philosophe dire une autre version, il dit si c'est possible, c'est déjà fait, et si c'est impossible, ça le deviendra. Et moi j'aime bien jouer entre bah non, on croyait tous que c'était impossible, mais en fait c'est possible. Donc c'est un peu une forme de jeu dans ta tête de dire Oui, tiens, oui, oui, oui. puisqu'on me dit que c'est pas possible, moi ça m'intéresse d'autant plus. Oui, c'est pas de l'arrogance, c'est pas, je le mets sous une forme d'éveil, en disant ah mais attends, tu crois pas qu'on pourrait chercher un truc? Et d'ailleurs sur cette histoire de golf impossible, j'ai un copain qui vient me voir dans ma chambre d'hôpital. Il se trouve il a une société de mécanique de précision, et puis il regarde les dispositifs, il me dit attends. Laisse-moi réfléchir. Et finalement, avec un bout de plastique qui fait 4 cm de hauteur, il va me fabriquer la prothèse qui va me permettre de jouer au golf. Comme au début, quand j'ai commencé à jouer au tennis en fauteuil, on m'a dit non, mais ça c'est pas possible, tu peux pas te mettre si haut sur le fauteuil, tu peux pas te mettre autant penché vers l'avant. Voilà, aujourd'hui j'ai un fauteuil, je suis à genoux. Justement, quand tu découvres le tennis en fauteuil, tu vois jouer le 17e joueur mondial et tu te dis que tu peux faire mieux. Ça, j'ai Ouais, trouvé ça intéressant. ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là pour penser que tu peux faire mieux? Bah, en fait, donc, je suis un ancien joueur debout, tu es une joueuse, on a quand même un œil, quand je vois ce gars jouer, je pense pas du tout à la partie déplacement fauteuil. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y avait de l'arrogance dans ma pensée, mais qui était personnelle parce que je me le suis dit à moi, hein. Mais en fait, par la suite, je l'ai prouvé assez vite parce que le premier jour où j'ai joué ce gars-là, le premier jour, donc c'est-à-dire quelques mois après mes débuts, peut-être 5 mois après mes débuts, je l'ai battu 6-2, 6-0. Simplement sa prise de raquette, sa façon de servir, de faire un coup droit. Je me disais, mais si je me revois debout, ce gars-là, non, c'est pas possible. S'il est 17, moi je suis 16 demain. Mais il y avait quand même l'idée qu'il fallait te déplacer avec un fauteuil, que c'était Ouais, mais sauf que, en fait, c'est comme toujours, quand on regarde quelqu'un pratiquer et que c'est facile pour lui, on se dit que ça va être facile pour nous. Alors justement, je me posais la question, toi qui avais été 2-6, comment t'as appris le tennis fauteuil et comment t'as géré les frustrations peut-être de l'apprentissage au départ?
Le meilleur moyen pour passer la frustration, finalement, c'est la contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je m'assieds dans un fauteuil la première fois et que j'essaie de jouer et que je touche pas la balle et que j'avance pas et que j'arrive pas, je me coince les doigts dans les rayons, hyper frustré, je regarde sur le court d'à côté. Sur le court d'à côté, il y a 2, 5, 6 qui sont en train de jouer. Je vois la balle qui va vite. Je repense à comment je jouais et je me dis: «Ah non, c'est pas possible. Si j'y arrive pas, je peux pas faire ça». En même temps que le challenge de la frustration, j'avais aussi, l'appétence pour, ce retour à cette pratique et à la compétition parce que le circuit m'a fait rêver tout de suite. Mais tu dis que tu étais obligé, tu pouvais faire le choix de pas continuer. Ouais, mais là, on m'avait ouvert les portes d'un rêve. C'est-à-dire que, donc moi je joue au golf depuis des années et on venait d'annoncer que le golf ne faisait pas son retour au programme olympique, donc certainement pas son retour non plus au programme, paralympique. Je vois le tennis, je vois l'organisation, je vois qu'ils sont présents sur les grands chelems, que c'est un sport professionnel, c'est mon sport et mon rêve de gamin et qu'en plus à l'époque, enfin le numéro 1 mondial plutôt de l'époque, c'est un ancien 5-6 et honnêtement, quand j'y réfléchis, je me dis: «Mais quand est-ce que j'ai perdu à 5-6?» Je voyais ça comme étant très accessible et pas la place de 16, la place de numéro 1, je voyais ça comme possible. Alors justement, tu parles de cette place, de numéro 1 mondial. Après tout ce parcours, qu'est-ce que ça t'a fait d'accéder à cette place de numéro 1? Alors là, je vais dire que j'étais, protégé par rapport, au fait d'atteindre les objectifs parce que j'avais déjà vécu la déception post-atteinte d'un rêve quand j'étais golfeur. Parce que quand j'étais golfeur, je rêvais d'être le numéro 1 en Europe. On n'avait qu'un circuit européen, il y avait pas de circuit mondial. D'ailleurs, mon rêve d'organisateur, c'était d'arriver à ça et donc le soir où je deviens numéro 1 européen, je suis hyper content, on a une petite célébration avec les copains du golf et le soir, ils viennent me voir, ils me félicitent tous et il y en a un qui me dit: «Bon bah, Chin, j'espère que l'année prochaine tu seras moins fort parce que comme ça on pourra te repasser devant» et en fait, c'est une phrase qui a résonné en moi parce que je me suis dit: «Mince, l'objectif n'est pas de progresser, l'objectif pour les autres aussi, c'est qu'on soit moins fort pour qu'un autre soit numéro 1 ou numéro 2, et ça m'a un peu, touché. Je me suis dit: «Mince, mince, mince, ça va pas en fait, j'ai atteint mon truc, j'ai plus rien», donc voilà, j'ai vécu avec ça jusqu'à ce que je, reprenne, du plaisir à gagner d'autres épreuves, mais c'est concomitant avec, mon amputation et ma pause golfique. Ce qui fait que je vais être sur un nouveau défi qui est le défi du tennis et donc quand je deviens numéro 1 au tennis, je suis pas en train de chercher à être numéro 1, je suis déjà en train de chercher à être meilleur chaque jour et à glaner des titres. Quand j'en gagne un, je cherche à en gagner un deuxième. Quand j'en gagne un deuxième, j'en veux un troisième, un quatrième. Donc je suis plus dans la progression et la série et je dis souvent que maintenant mon meilleur souvenir, c'est celui qui est à venir. Donc là, toi qui as déjà 23 titres du Grand Chelem, finalement, c'est toujours, l'idée de progresser qui te fait continuer. Ouais, ouais, sur moi-même, sur le jeu et puis, finalement, j'en ai 23 mais j'en ai que 4 en simple. J'ai gagné 2 fois Roland, j'ai gagné 2 fois l'US. J'ai eu 2 fois des balles de match à l'Australian, mais je l'ai pas gagné. J'ai pas gagné la médaille d'or en simple au jeu, j'ai fait une finale, j'ai eu une médaille d'argent. J'en ai 2 en or en double, mais voilà, j'ai une belle année aussi en double où j'ai tout gagné. J'ai gagné les 4 tournois du Grand Chelem et le Masters avec 3 partenaires ou 4 partenaires différents. J'aimerais bien la refaire celle-là, Est-ce que l'accident est venu te dire que il fallait absolument, réaliser tes rêves? Bah, disons que au moins sur le plan sportif, l'accident, c'est aussi une caution de la société qui, on va dire, quand on est plus jeune, on est obligé d'être sérieux, donc on tente pas l'aventure, d'être un joueur professionnel de tennis sans avoir son bac, sans avoir un bagage, sans faire un minimum d'études et donc au final, bah, je deviens vétérinaire. Alors que là, comme je me suis planté, la société cautionne en disant: «Ah le pauvre, il s'est planté, bah ouais, il peut peut-être mettre sa carrière de vétérinaire entre parenthèses pour vivre son rêve». Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.